sur la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les principaux titres de l'actualité ce soir. Futur port de Ndayane, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre. Le coût du projet est évalué à près de 600 milliards de francs CFA pour 1 200 000 tonnes de marchandises par an. 60 le nombre de passagers d'Air Sénégal bloqués dans le pays depuis samedi. Ces passagers qui déplorent le mutisme des autorités ont fait face à la presse aujourd'hui. Et puis le SAEMS et le QSEMS décrètent 2 jours de débrayage à partir de ce mardi, suivi d'une grève totale. Les camarades de Saourou Sène exigent le respect des accords signés. Football, Coupe d'Afrique des Nations, 8e jour de préparation pour les Lions. Justement, Sadio Mané et Edouard Mendy ont rejoint la tanière cette nuit en attendant 6 autres Lions, dont Ismaël Sarr. Tout de suite, le développement. Merci de votre fidélité. Nous démarrons cette édition avec l'affaire Aïcha Ly, portée disparue depuis mercredi dernier. Eh bien, elle a été retrouvée en Côte d'Ivoire, saine et sauve. Sa maman s'interroge d'ailleurs sur la présence de sa fille dans ce pays. La disparition de l'étudiante âgée de 19 ans avait mobilisé plus d'un. Cet élan de solidarité avait même poussé la division des investigations criminelles, la DIC, à prendre en main le dossier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. Covid-19, 288 nouvelles contaminations, dont 265 communautaires et 3 importés. Rappelez également que 133 patients sont déclarés guéris et 7 cas graves. 1 365 802 le nombre de personnes vaccinées à ce jour. Et puis pose de la première pierre du futur port de Ndayane effectuée cet après-midi par le président de la République. L'infrastructure en question va coûter près de 600 milliards de francs CFA financés par l'Émirati du Puy-Wod. 1200 hectares des terres de Popenguine, Ndayane et Yen concernés. 1 200 000 tonnes de marchandises par an attendues. Récit signé Abdourahmane Diallo. Le port multifonctionnel de Ndayane s'étend sur une superficie de 1200 hectares. Il permettra de décongestionner le port autonome de Dakar. C'est Dubai Port Road qui a été choisi pour le développement du futur port. Selon les termes du contrat, du bureau des PAD vont injecter près de 425 milliards de francs CFA pour la première phase. Cette étape comprend l'aménagement d'un terminal à conteneurs sur 300 hectares, un chenal maritime de 5 km et la construction d'un quai de 840 mètres. La deuxième phase mobilisera près de 100 milliards de francs CFA. Elle consistera à construire un deuxième quai de 410 mètres et le dragage du chenal marin. Ce port permettra de porter la capacité de traitement du port autonome de Dakar à 1 200 000 tonnes de marchandises par an contre 800 000 tonnes auparavant. La construction proprement dite devrait générer quelques 3 000 emplois. Mais des populations des villages de Ndayane, Popenguine et Yen, regroupées autour d'un collectif de la défense des intérêts, ne veulent pas entendre parler de la réalisation du port de Ndayane. Elles avaient même traîné devant la justice l'État du Sénégal, du Puy-Wod et le port autonome de Dakar. Elles dénoncent l'expropriation foncière et les risques sur l'impact environnemental. Malgré les contestations, le président Macky Sall compte poser cet après-midi la première pierre du début des travaux. Abdourahmane Diallo, merci. Parlons de tout à fait autre chose. Ils sont une 60aine de passagers d'Air Sénégal bloqués dans le pays depuis samedi. Ils peinent à rejoindre l'Italie pour des raisons qu'ils ignorent encore. La compagnie aérienne nationale les a logés dans un hôtel de la place. Ce matin, ils ont tenu à crier leur ras-le-bol face au mutisme des autorités d'Air Sénégal. Ils exigent des explications et plus de considération. Al-Hassan et Jafaraba ont fait le déplacement. Regardez. Déception, inquiétude et amertume, les sentiments les mieux partagés en ce moment pour ces clients d'Air Sénégal. Depuis samedi dernier, ils galèrent. Leur vol en partance pour l'Italie annulé faute d'appareils disponibles, selon eux. Depuis le samedi à 1h du matin, quand on était là-bas, on nous avait dit qu'ils avaient un problème de technique. Ils ont eu un problème technique.
que nous on devait aller à l'hôtel pour aujourd'hui, je ne sais pas, hier à 1h du matin qu'on devait prendre le vol. Mais jusqu'à présent, on ne nous a rien dit des choses qui nous sont fiables. Parce qu'il nous a dit demain, après-demain. Bon, nous, en tant que voyageurs, nous sollicitons et on réclame les responsables de Air Sénégal de respecter leur clientèle. Logés dans un hôtel de la place par la compagnie Air Sénégal depuis l'annulation du vol, ils n'ont reçu aucune information. Jusqu'à présent, on ne nous a rien dit. Nous voulons qu'ils puissent régler notre problème le plus rapidement possible. On ne négocie pas, on leur réclame de régler ça. Les informations que nous recueillons ici, c'est à travers l'Internet ou bien à travers là-bas à Milan, à Malpensa, qui nous donne un peu d'informations sur ça. Mais pour Air Sénégal, il ne nous dit rien. Si on essaie de le contacter, il y a un camarade ici qui essaie de le contacter, mais il ne répond même pas. Il suffit d'insister pour qu'il puisse te répondre. Il y a des gens qui sont ici, leur test est déjà expiré, ils ne savent pas quoi faire. Si eux, ils vont prendre en charge de tout ça, on ne sait pas. Et pourtant, il y a quelques jours, lorsque le chef de l'État réceptionnait l'Airbus A220-300, Macky Sall insistait sur la ponctualité des vols et la communication. La ponctualité des vols et la qualité du service et de la communication doit rester de mise. Des recommandations non respectées. Ils sont là, ils attendent encore, espérant. Al-Hassan Ba, merci. Et puis, gestion du train express régional, le directeur général de la SENTER répond au président du parti Awalé, Dr Abdourahmane Diouf, qui considère le montage financier et les appels d'offres comme un scandale. Selon Abdou Ndenessal, l'État du Sénégal est actionnaire à hauteur de 100%. La SENTER est prestataire de services de la SENTER. Je vous propose de le suivre. Il est interrogé par Cheikh Diop et Amadou Ba. Et l'ensemble des contractualisations sont gérées ou autorisées par les autorités de régulation des marchés, la DSMP et l'ARMP. L'ensemble de ces contrats déjà sont validés par l'ARMP et sont disponibles sur le site de l'ARMP. Vraiment, si on se dit intellectuel, on doit aller creuser et regarder. Parce que tout est mis dans les réseaux sociaux. Par l'ARMP, on est accessible sur le site de l'ARMP. Donc vraiment, tout a été autorisé par les autorités de régulation des marchés. Donc il n'y a pas de problème du tout. Et puis, comme c'est un grand projet autorisé, financé quand même par des bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés dans toutes les procédures de contractualisation. Nous avons demandé des rapports nous avons donné des rapports de non-objection à l'ensemble de ces bailleurs de fonds qui nous ont dit que c'est bon, parce que les bailleurs de fonds s'occupent de la réalisation des travaux et s'occupent aussi des modèles économiques. Et puis restons avec le train express régional. Une semaine après son inauguration, l'heure est au bilan à mi-parcours. 88 000 passagers sont montés à bord en 7 jours. Justement, Cheikh Diop et Amadou Ba ont pris le train jusqu'à la gare. Regardez. Nous sommes à la gare de Dakar. Ici, on note des va-et-vient incessants. Quelques jours après l'inauguration, certains Dakarois préfèrent emprunter le train express régional pour leur course. Moi, ça va être la deuxième fois. Je vais juste à Anne. C'est à 2 pas du ministère de l'Environnement. Je travaille là-bas. J'étais venu en ville. Et là, je le reprends juste pour descendre à Anne et marcher calmement, rentrer au ministère. Pour le moment, c'est plus simple pour accéder en ville. Je viens de Djamnyadjoun Djegé et c'est bon, mais parce que même pas 25 minutes ici à Dakar. Déjà, c'est un moyen de locomotion très rapide. C'est innovant. C'est nouveau et ça nous change du transport traditionnel que nous connaissons depuis toujours ici à Dakar. Le voyage est toujours gratuit. En une semaine, plus de 7000 passagers ont été enregistrés. Depuis lors, nous avons transporté à peu près 85 000 personnes. Et il y a eu seulement sur l'événement de Youssou Ndour, on a transporté 3000 personnes à retour. Vraiment, c'est un projet qui vient à son heure, quand même pour nous aider à améliorer la mobilité urbaine
à Dakar, parce que Dakar abrite 25% de la population, Dakar abrite 70% des activités économiques, des externalités négatives de la congestion de Dakar nous font perdre 100 milliards sur l'économie du pays. Donc le coût de l'inaction, si nous ne faisons rien, pendant 7 à 8 ans, on perd 800 milliards. La Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional compte jouer pleinement sa partition des suivis pour préserver ce joyau. Merci. Prenons un autre moyen de transport pour se rendre à l'intérieur du pays, plus précisément à Matam, où les travaux de construction de la route du Dandé-Mayo viennent de démarrer près de 6 mois après la tournée économique du président de la République. L'entreprise en charge des travaux a lancé ses activités en marge du CRD spécial présidé par le gouverneur sur le projet de désenclavement de Matam. Le directeur des routes est allé visiter le chantier sur l'axe Matam Dembankane. Ali Bandelnian s'est joint à eux. Les engins de l'entreprise tournent en plein régime, ce qui marque désormais le début des travaux de la construction de la route du Dandé-Mayo. À l'origine de nombreux mouvements de protestation tels que Dandé-Mayo émergent ou encore Fouta Tampi, l'enclavement avait fini de compromettre tous les espoirs de cette zone qui longe le fleuve Sénégal. En ce début de travaux d'aménagement et d'élargissement de la piste, le directeur général des routes est venu visiter les chantiers. Et nous avons constaté que les travaux ont effectivement démarré, que du PK 0, c'est-à-dire du point de départ jusqu'à 1,5 km, l'entreprise a déjà réalisé les travaux jusqu'au niveau de la PST, ce qu'on appelle la plateforme supérieure de terrassement. Nous avons continué sur le tracé jusqu'au village de Garli. Les élargissements sont en cours. Et nous pouvons constater avec beaucoup de satisfaction l'avancement des travaux. Et je félicite justement l'entreprise pour sa mobilisation et pour sa compréhension de l'enjeu pour ce chantier-là. Je pense que les populations peuvent être rassurées que l'engagement du chef de l'État est en train d'être matérialisé sur le terrain. Seulement, le début des travaux ne concerne pour le moment que la partie nord qui va de Navel à Dembankani. Sur l'autre axe, dont le projet a été lancé lors de la dernière tournée économique par le chef de l'État à Guidilogne, on attend toujours l'arrivée de l'entreprise. Il y a une première section d'environ 80 km entre Orefondé jusqu'à Matam, divisée en 2 lots. Un premier lot de Orefondé jusqu'à Guidilogne, un second lot entre Nguidjologne et Matam. Pour celui de Nguidjologne-Matam qui est financé par la BOAD, l'adjudication est déjà faite. Il y a une entreprise qui est déjà choisie. Nous sommes en phase de contractualisation et nous pouvons espérer qu'au courant du premier trimestre du mois de l'année 2022, que les travaux vont démarrer effectivement sur le terrain. Toutefois, il faut relever que le démarrage des travaux de la route du Dandé-Mayo dans le département de Kanel viendra valoriser les ponts de Ganguel-Soulé et celui de Wendou-Bosséabé qui relie désormais cette zone au reste du pays. Ali Bandelniang, merci. Et puis éducation à présent qui risque de connaître des perturbations puisqu'on va vers un 3e plan d'action pour le SAEMS et le QSEMS. Un débrayage mardi et mercredi prochain suivi d'une grève totale. Une marche de protestation également prévue à Thiès. Les enseignants exigent le respect des accords signés. Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS, est interrogé par Fatou Bintou Conté. Le 3e plan d'action avec un débrayage le mardi d'abord 4, le mercredi 5, débrayage à 9h et le jeudi 6, grève totale. Nous avons choisi de remettre ce plan d'action parce que nous n'avons pas vu de réaction de la part du gouvernement du Sénégal par rapport au respect des accords signés. Dans ce protocole d'accord signé, je le rappelle encore, il y a des questions qui subsistent et qui sont d'une importance capitale. Il s'agit du système de rémunération qui concerne les enseignants du Sénégal, la question du corps des administrateurs scolaires, également la tenue du concours des passerelles professionnelles. Je crois que, et surtout la question des lenteurs administratives, avec
la dématérialisation. Parce que ce qui avait été souhaité et ce qui avait été indiqué dans le protocole d'accord, c'est qu'au niveau de la fonction publique, qu'on allait vers, mais vraiment la dématérialisation des procédures au niveau de la fonction publique, c'est que nous n'avons pas vu. Et donc, nous avions espéré d'ailleurs, à l'occasion du discours à la nation du chef de l'État, mais qu'il puisse au moins se prononcer sur la crise scolaire. Parce que dans le moyen secondaire, encore une fois de plus, nous l'avons constaté lorsque des syndicats comme le SAEMS et le CUSEMS vont en lutte, mais c'est presque tous les enseignants qui sont en lutte. À présent, la page des sports et nous la démarrons avec la lutte pour parler des combats remportés sur le nombre d'avertissements qui font de plus en plus légion dans l'arène sénégalaise, des freins de combat qui à la longue vont mener à amener un manque d'intérêt à la lutte sénégalaise, ce qui pousse des observateurs à demander à revoir les règlements. Pape Faragning et Pape Sangone Mbaye. Pour les amateurs, le constat est amer. 3 grands combats, autant de victoires par avertissement, un état de fait qui sape l'image de la combativité dans l'arène, des verdicts qui impactent le rayonnement de la lutte sénégalaise. Il faut revoir le règlement de la lutte avec le comité directeur ou bien proposer d'autres formules. Parfois, certains avertissements ne doivent pas être comptabilisés dans le combat. On doit trouver d'autres astuces parce que c'est rare de voir un lutteur avant le combat sans 2 ou 3 avertissements. Parce que là, le président des amateurs de lutte prend le contre-pied de Boy Kairé. Doudou Diandieko estime que le règlement a bien un sens dans la lutte. Je ne peux comprendre un lutteur qui à chaque fois il est en mauvaise posture, sort de l'enceinte. Donc c'est normal que l'arbitre l'avertisse. Et après plusieurs sorties, il est normal d'arrêter le combat. J'entends certains disent qu'il faut donc faire 10 sorties, mais c'est la même chose. Autant de goût inachevé pour faire face, des esquisses de solutions fusent de partout. À un sport, il faut accepter la défaite, le match nul ou la victoire. Ce sont les 3 choses qui résistent à la lutte sénégalaise. Et le règlement fait partie du sport. Mais il faut que les lutteurs respectent leur contrat. Si les avertissements ne sont pas donc assez beaucoup, il faut les augmenter. Moi, ce que je propose, c'est de mettre le compteur à 0 avant le combat et on essaie de trouver d'autres solutions pour les premiers avertissements. Si tu as 2 ou 3 avertissements, ton adversaire l'utilise pour gagner le combat. Donc, il faut revoir la réglementation de la lutte. Ces experts de la lutte soutiennent que le cumul de combats peut pousser à un lutteur d'être plus dans les calculs. La réglementation de notre sport national a besoin de nouveaux coups de poing pour retrouver toute son attractivité. Faragning, merci. Et puis restons toujours avec la lutte. Gaston Meng fustige l'arbitrage du combat Bombardier Balla Gaye 2. Le promoteur de cette affiche estime que la chute du lion de Guédiawaye aurait dû être validée par Sitor Ndour. Il est interrogé par Chérif Dia. Il y avait chute et je sais que si l'arbitre avait donné la victoire à Bombardier, Balla Gaye ne dirait absolument rien du tout. Bon, l'arbitre s'est trompé, il faut qu'il l'accepte. Parce que on était plus de 20 000 personnes dans le stade. Presque les 15 000 étaient persuadés qu'il y avait chute. Le règlement, surtout pour les avertissements, il faut qu'on revoie ça. On est d'accord. Tu peux avoir 10 avertissements et continuer le combat. Au terme de ce combat, on fait recours maintenant aux avertissements. Mais on ne peut pas, après 5 minutes de jeu, tu as 5 avertissements, tu perds le combat. Là, tu portes même préjudice au public. Le règlement, ce règlement-là doit être changé. Et puis football à présent, 8e jour de préparation pour l'équipe nationale du Sénégal, une tanière qui a accueilli cette nuit Sadio Mané et Edouard Mendy en attendant 6 autres dont Ismaël Sarr au centre du différend entre le Sénégal et son club Watford. Récit signé Chersad Boudjara. Le sélectionneur Aliou Cissé, proche d'avoir son groupe au complet à une semaine de l'entrée en liste du Sénégal à la CAN Cameroun 2021. Seuls 6 joueurs
n'ont pas pris part à la 8e et dernière séance d'entraînement des Lions, ce lundi au stade Lat Dior de Thiès. Sadio Mané et Edouard Mendy, deux cadres en faisaient partie, en attendant Cheikhou Kouyaté et Alfred Gomis, placés en isolement après leur contamination au Covid-19. C'est Ndiaye Habib Diallo qui arrive ce soir, comme espéré pour Ismaïla Sarr, dont son club Watford dit être en convalescence pour refuser de le libérer. Le Sénégal, de son côté, brandit les règlements de la FIFA qui obligent Ismaïla Sarr à venir faire constater au moins sa blessure. L'autre attendu est Boulaye Dia, auteur de son 4e but en Liga cet après-midi. Au menu des dernières séances des Lions, un jeu collectif à parfaire qui renforce leur détermination. Tout le monde est motivé, tout le monde s'entraîne bien, tout le monde est prêt à faire une bonne CAN. Donc voilà, le plus important c'est qu'il n'y ait pas de blessure et qu'on soit tous au rendez-vous. On s'entend justement, on s'entraîne tous les jours pour avoir beaucoup plus d'automatisme, voilà, pour avoir des meilleures ententes, puisque vu que chacun est dans son club respectif, quand on est en sélection on n'a pas le temps justement d'avoir des bonnes relations. Et là justement on a eu plus de temps cette fois-ci pour mieux se préparer à la CAN, pour faire une bonne CAN. Beaucoup d'attentes derrière nous. Après voilà, nous on est prêts, on veut juste vous dire qu'on est prêts, qu'on donnera le maximum quoi qu'il arrive et on fera tout pour défendre au mieux les couleurs du Sénégal. Des Lions qui vont recevoir le drapeau national au Palais ce mardi après-midi avant de rallier le même jour Bafoussam au Cameroun. Son deuxième adversaire dans le groupe B, la Guinée, sans sa star Naby Keïta, s'est lourdement incliné en amical ce lundi devant le Rwanda sur le score de 3-0. Cher Sad Boudjara, merci. Et puis le compte à rebours avant la CAN a commencé dans moins d'une semaine. En effet, le Cameroun sera le pays hôte de la 33e édition de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Retour sur les faits et chiffres qui accompagnent ce tournoi. Un tournoi qui a débuté en 1957. Récit signé Marcel Farba Maroun. Coup d'envoi dimanche prochain de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Pays organisateur, le Cameroun ouvre le bal dans son match qui l'oppose aux étalons du Burkina Faso à 16h GMT. Pour cette édition au Cameroun, 5 villes sont prêtes à vibrer au rythme du football. Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam, où seront logés les Lions et Garoua. L'origine de la compétition continentale remonte à juin 1956 lors du 3e congrès de la FIFA au Portugal avec la proposition de la création de la CAN par l'Égyptien Abdelaziz Abdellah Salem. C'est ainsi que le Soudan accueille la première édition en 1957, remportée par l'Égypte dans un tournoi qui réunissait juste 4 sélections. À partir de 1963, la compétition s'ouvre à 6 nations. En 1968, l'on passe à 8 nations participantes jusqu'en 1992, édition en terre sénégalaise durant laquelle 12 nations rejoignent la grand-messe du football africain. De 1996 à 2017, 16 équipes se disputaient le trophée tant convoité. Depuis 2019, 24 nations sont engagées dans cette compétition. Au total, 17 nations ont accueilli la CAN depuis sa création. L'Égypte et le Ghana totalisent 4 organisations chacun, tandis que l'Éthiopie et la Tunisie ont chacune organisé à 3 reprises la compétition continentale numéro 1 en Afrique. En termes de palmarès, 14 nations ont remporté le plus prestigieux trophée continental. L'Égypte détient le record de trophées soulevés avec 7 CAN, suivi du Cameroun qui en totalise 5, le Ghana 4 ou encore le Nigeria à 3 reprises. La Côte d'Ivoire, l'Algérie et la République démocratique du Congo se partagent chacune 2 Coupes d'Afrique des Nations, tandis que l'Éthiopie, le Soudan, le Congo, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Zambie ont pris chacun une fois la CAN. Bonne chance et bon courage aux Lions de la Teranga. 7e journée Ligue 1, le Casa Sport freiné à Pikine. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Un bon point pour le coach des Pikinois, un peu moins pour Ansou Diadjou qui espérait plus. Ansou Diadjou est interrogé par Amadou Ba. On a travaillé sur l'aspect mental. Vous savez que je ne vous l'apprends pas, on vient d'une défaite très lourde contre Tengadje chez nous. Donc il fallait travailler surtout sur le mental pour que les garçons ne puissent pas sombrer à cause de cette défaite-là. Donc le travail était axé sur ça. Et après on a dit aux garçons, on va voyager, ça tombe juste. Il va falloir être costaud au niveau de la tête, sur la tête, au niveau mental. Fermer, essayer de jouer en bloc médian. Quand on aura la possibilité, on le met au fond. Et par la grâce de Dieu, dès les 3e minutes de jeu,
les garçons ont eu la première occasion, ils l'ont mis au fond. On a essayé de partir avec ce score-là à la mi-temps. Par contre, à la reprise, effectivement, j'ai senti que les garçons étaient trop tétanisés. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce but aussitôt et qu'ils voulaient forcément travailler pour conserver ce but-là. On a eu l'égalisation, mais heureusement, ils ont eu ce sursaut d'orgueil et ils ont mis le deuxième but. Et puis Guédiawaye Football Club se reprend après sa déroute face au Teungueth Football Club. Une grosse satisfaction pour Souleymane Diallo, le coach qui loue le mental de ses joueurs vainqueurs de buts à 1 à Thiès face au Snaps. Nous le suivons. C'est un bon point parce que voilà, tout le monde sait que le Casa voyage bien. Mais bon, ils nous ont mené d'emblée, mais on a réagi et puis on a marqué un groupe. On pouvait même gagner ce match, mais bon. Il n'y a pas de souci, on va recommencer, on va continuer à travailler. Moi je pense qu'aujourd'hui on a pris un bon point, même si c'est chez nous, mais bon, je pense que c'est un bon point. Nous quand on joue pour gagner. Et si on prend un point, c'est vrai, c'est par la grâce de Dieu, nous devons saluer. Mais notre objectif en venant, c'est de prendre les 3 points. Parce que je suis une équipe contre Pékin qui est diminuée, qui est en best form, c'est prendre les 3 points. Parce que là, ça nous permet de gravir encore 3 points. Mais malheureusement, on a pris 1 point. On ne va pas cracher là-dessus. Mais en réalité, on est venu pour chercher les 3 points. L'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo, au Botswana, au Kenya et en Afrique du Sud, où de violentes flammes se sont emparées du Parlement. Récit signé Daniel Diouf. Le Parlement sud-africain ravagé par un violent incendie qui s'est déclaré dimanche vers 5 heures du matin. Les flammes ont détruit des bureaux et provoqué l'effondrement de certains plafonds de ce complexe vieux de 138 ans. Aucun blessé signalé. Le Parlement est enfermé pour les vacances. L'origine du sinistre reste encore inconnue. La police a toutefois mis la main sur un homme de 51 ans. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le feu a repris ce lundi dans l'après-midi selon le porte-parole des pompiers de la ville. Des dommages importants sont envisagés. Des bâtiments touchés par les flammes abritent près de 4000 œuvres d'art et de patrimoine, dont certaines remontaient au XVIIe siècle. Au moins 6 personnes tuées ce lundi dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya bordant la Somalie, lors d'une attaque menée par des présumés rebelles Shebab. Une attaque survenue dans une région rurale à environ 420 km de la capitale Nairobi. Une enquête est en cours. Pendant ce temps, au Nigeria, quelques 21 élèves kidnappés vendredi par des hommes armés sont libérés par la police de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Ils étaient enlevés par des bandits lourdement armés. Le président du Botswana testé positif au Covid-19 lors d'un contrôle de routine. Mogwetsi Mazizi est infecté par le variant Omicron. Le président ne présente aucun symptôme et fait l'objet d'un suivi médical étroit, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Le vice-président le remplacera jusqu'à nouvel ordre, précise le gouvernement. Et puis la baie de Loango en République démocratique du Congo, un patrimoine menacé par l'érosion. Ancienne porte qui a servi à la déportation des esclaves, la seule baie rocheuse de la côte congolaise, aujourd'hui fragilisée par l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique. La communauté locale craint qu'une partie de son histoire ne disparaisse avec elle. Des militants de l'environnement affirment que la zone a un réel potentiel si l'on s'en occupe correctement. Certains pensent à en faire une zone d'écotourisme. Ce site historique de la traite des esclaves est exposé aux eaux et aux courants puissants de l'océan Atlantique. Daniel, merci, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'information est prévu à partir de demain, Inch'Allah, à 6h30. À présent, Binta Diallo dans Soir d'info. Binta, toute ravissante.